Bienvenue. Merci beaucoup de l'attention que vous portez à cette émission. Merci de l'attention que vous portez à la République démocratique du Congo. 2 éditions déjà de ce plateau spécial qui est consacré essentiellement à cette agression rwandaise. Cette invasion déjà qui dure quelques mois, mais surtout le complot. La situation qui devient de plus en plus préoccupante, et c'est pour cela d'ailleurs que le président de la République est sorti hier dans une déclaration à la nation et au monde pour mobiliser les Congolais autour de cette guerre, pour déterminer ensemble quels sont les bons et moyens à user pour en finir avec cette agression perpétuelle depuis 1994. Qu'est-ce qu'il faut faire désormais? L'élite, son rôle, les forces armées, les forces vives, mais aussi les rapports que nous devons désormais avoir avec les pays de la sous-région, notamment ceux qui nous entourent. Est-ce qu'il faut continuer à coopérer de cette manière? Est-ce que le budget, 1 milliard prévu pour cette année pour l'armée et notre défense est suffisant? Par où commencer pour traduire en fait réel cette mobilisation de Félix Tshisekedi? Est-ce que la classe politique comprend quelque chose? Est-ce qu'on est plutôt fâché autrement? L'édito de l'un des invités aujourd'hui a bien expliqué qu'il ne faut pas se tromper des colères. Colère contre qui et pourquoi? Voilà encore des enjeux que nous allons essayer de vous expliquer ce soir dans cette guerre qui est imposée à la RDC. Une guerre de prédation, on le dit, mais aussi d'expansion, parce que le Rwanda n'a pas de territoire. Il y a 3 vérités qu'il faut aujourd'hui décortiquer et présenter. La première, est-ce que les génocides rwandais doivent continuer de servir comme fonds de commerce au Rwanda pour que tout lui soit permis? Deuxième vérité, est-ce que le FDLR, les Hutus qui ont quitté ce Rwanda depuis 1994, ils ont quel âge aujourd'hui? Ces FDLR, ils sont situés où? Ils ont attaqué quand les territoires rwandais? Et troisièmement, les Tutsis. Quel mandat la communauté internationale a donné à Paul Kagame de défendre les Tutsis, y compris congolais, parce qu'il y en a aussi ici au Congo? Est-ce qu'il y a, lui, en ces présidents rwandais, les monopoles de défendre tous les nilotiques de la sous-région? C'est bien la question. Voilà, on va répondre à toutes ces questions d'une manière aussi claire avec ce qui constitue aujourd'hui l'élite intellectuelle sur le plan médiatique, analytique de ce pays. Et merci beaucoup des félicitations reçues pour les éditions précédentes. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Willy Kalengai. Bonsoir Jean-Marie. Géopolis. Jérôme Sekana. Bonsoir JM. Galaxy. Et puis le patron de notre agence nationale de la communication, pour ne pas dire de presse. Bienvenue Bakoumania. Bonsoir Jean-Marie. Grand journaliste et spécialiste notamment des questions économiques, mais autrefois correspondant des médias internationaux, donc la géopolitique, il en sait quelque chose. Et je vous ai parlé de l'édito tout à l'heure. Il est aujourd'hui incontournablement considéré comme celui, quand il n'écrit pas, les gens ne lisent pas les éditos. Il s'appelle José Nawesh. Bienvenue. Bonsoir Jean-Marie. Je vais commencer avec votre édito d'aujourd'hui. Vous avez suivi hier le président de la République, mais ceux qui vous ont lu ce matin, vous êtes passés, on va dire, outre les déclarations du chef de l'État pour nous demander, nous donner des conseils ou apostropher les gens sur les types de colère. Oui, disons que dans cette période, nous ne devrions pas nous tromper de colère. Et en ne se trompant pas de colère, on ne se trompe pas de cible non plus. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que, comme Congolais, dans une démocratie, quoique embryonnaire, il est vrai, nous avons des raisons d'être opposés au chef de l'État à l'exercice. Comme hier, il y avait des compatriotes qui avaient des raisons d'être dans l'opposition. Et aujourd'hui aussi, il y en a. Il y a des tas de raisons qui peuvent justifier qu'un groupe de compatriotes ne soit pas dans le même camp que le président de la République. Oui, et soit même en colère contre lui. Mais dans la circonstance qui est la nôtre maintenant, ça devient un piège. Parce que si on se trompe de colère, on se trompe de cible. La colère actuelle, nous devrions la diriger contre celui qui menace notre existence comme peuple, contre celui qui menace notre existence
comme nation, contre celui qui porte atteinte à l'intégrité territoriale, à ce que nous avons de plus cher comme citoyens congolais. C'est ça le sujet. Et j'ajoute encore que nous avons tort de prendre la guerre actuelle comme une séquence isolée. La guerre d'agression actuelle n'est pas une séquence isolée. Si on la prend comme une séquence isolée, on l'analyse de manière isolée et donc on aboutit à une conclusion qui n'est pas efficiente. Donc, si je vous comprends bien, vous allez garder Oui. la parole. Oui. Ce n'est pas une guerre de représailles de Kagame par rapport à Félix Tshisekedi qui n'a pas respecté le deal. Parce que ce que présentent les Rwandais, c'est que Félix Tshisekedi a signé avec nous, il n'a pas respecté, c'est pour ça que l'M23 est revenu, et c'est pour ça que nous voulons le punir pour n'avoir pas accepté ce que nous sommes entendus. Oui, c'est-à-dire que nous devrions sortir du narratif de Kagame. C'est parce que précisément, et là je déplore que nous comme élite, nous n'avons pas la culture historique, le sens de l'histoire, que nous prenons les choses de façon isolée. Mais ce que Kagame dit aujourd'hui, ou le narratif du Rwanda comme régime, mais c'est le même qu'hier, c'est le même qu'avant-hier, j'entends par là. Et que hier, avant-hier, on parlait des accords de l'Émirat. Oui, ça vous dit quelque chose? Oui, absolument, avec Mouzé. Oui, oui. Non, on ne s'était pas entendu comme ça en venant en RDC. Oui, et après, avec Kabila fils, il y a eu encore oui, avec CNDP, et puis il y a pas eu le brassage. Ok, donc maintenant le problème, c'est est-ce que nous, Congolais, notre intérêt, c'est d'entrer dans ce narratif qui n'est pas le nôtre? Justement, c'est un narratif qui veut légitimer ce qui s'est fait. Pas aujourd'hui seulement, j'insiste sur ces faits-là parce que, évidemment, on est tellement conduit par l'estomac que tout le monde, nous sommes dans le carpe diem. Non, Kagame a le mérite, son mérite c'est quoi? C'est qu'il est cohérent depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Cohérent. Il est cohérent dans ce qu'il fait de terrible pour lui, mais c'est cohérent par rapport à lui-même. Il sait, il nous dit ce qu'il est. C'est nous, par notre... naïveté temporelle. Oui, naïveté, par notre esprit carriériste, par notre... etc., que c'est nous qui ne voulons pas comprendre ce qu'il est. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est à la fois une guerre de rapine, c'est une guerre d'expansion. Il est à la fois en sous-traitance par rapport aux grandes puissances, disons les choses très clairement, aux multinationales, mais lui aussi sous-traite. Donc, Kagame est sous-traité, lui aussi il sous-traite. Il sous-traite. Il sous-traite à la fois il a les groupes armés, mais il sous-traite la classe politique aussi. Il a sous-traité CNDP, il sous-traite M23. M23 qui n'est qu'un succédané de ses dévanciers. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc on ne comprend rien. On n'analyse pas sérieusement ce qui se passe si on ne l'inscrit pas dans un processus historique. Regardez le discours d'hier du chef de l'État. Oui. Mais il faut taire nos différences, il faut taire nos divergences. non seulement taire nos différences, mobilisation générale, oui. Mais Joseph Kabila a tenu le même type de discours. Oui, au concertation. Le même type de discours, résister. Mais pourquoi le même type de discours? Parce que la menace est restée la même. Sauf que nous devrions déplorer que nous avons une élite dirigeante, une classe dirigeante, nous sommes journalistes, nous devons dire des choses très simplement, oui. Qui très souvent, met en avant les intérêts carriéristes, le positionnement au détriment des intérêts fonciers des populations. Et la population est restée sur la même ligne. Le président nous a appelés au patriotisme. Non, là, il prêche à des convertis. Les Congolais... Le peuple congolais est déjà patriote. Non seulement il est patriote. Et refuse la balkanisation. Il n'a pas le patriotisme chevillé au corps. Le Congolais a le patriotisme incrusté dans l'âme. Il l'a montré à Kinshasa. La guerre se déroule à 2000 km. En 2008. En 2008, le peuple congolais s'est battu dans la ville. Il n'a pas attendu de mot d'ordre. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe à Goma, ce qui se passe à Bukavu, etc. Oui. En d'autres termes, c'est ça le problème, c'est un peu ce contraste. C'est ça qui est terrible, ce contraste entre une population qui est très attachée à sa patrie, oui. Sans aucun calcul, et une élite dirigeante. Je ne parle pas nécessairement de ceux qui sont là aujourd'hui, je parle de ceux qui sont là hier, etc. Mais qui trahit le Congo par rapport à l'Est? C'est l'élite dirigeante qui commet les mêmes fautes
en sachant que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce n'est pas le peuple congolais. Ce n'est pas les Congolais d'en bas, pour dire les choses simplement. Oui. Ce sont les Congolais d'en haut que vous retrouvez dans M23 aujourd'hui et alliés, que hier vous avez retrouvé dans CNDP et alliés, vous le savez. Oui. Et puis on peut remonter... RCD alliés. Voilà. Mais, merci bien. Alors, je vais demander à Willy Kalengay, quand vous regardez cette photo, il y a eu d'abord l'expulsion des Gariga, ambassadeurs rwandais ici chez nous, qui était attendu d'ailleurs, demandé. Je me rappelle l'émission avec Jérôme Sekana ici qui avait dit 3 séquences. Il faut d'abord expulser l'ambassadeur, il faut couper les relations diplomatiques, il faut surseoir les contrats, etc. Aussitôt, Kagame dit qu'il regrette cette expulsion de son ambassadeur. Mais son porte-parole adjoint, accordant l'interview à nos collègues de RFI, dit qu'il n'y a aucun problème. Nous, avec les Congolais, c'est tout simplement Félix Tshisekedi qui n'a pas respecté ce que nous avons signé ensemble. Et de deux, il y a une stigmatisation des Tutsis congolais. Et en même temps, il y a un déficit de management, de gouvernance en RDC. C'est pour ça que les Congolais, ils se débattent comme c'est en train de le faire. Jean-Marie, nous sommes bel et bien en présence d'une stratégie qu'il faut démonter très vite. Le président rwandais, il essaye par ses affirmations de séparer le président de la République avec son peuple. C'est une stratégie... Pour le culpabiliser. Bien sûr, c'est une stratégie d'isolement. On isole le leadership de son peuple, on insère un certain nombre d'affirmations non prouvées, notamment les fameux accords que le président aurait signés, lesquels oui. On ne les montre pas, on ne les publie pas. On ne dit pas quoi. On ne fait qu'évoquer ces accords, alors on crée les suspicions. Aujourd'hui, il faut démonter l'esplanade des mensonges. Il y en a 2 ou 3. Si vous me permettez rapidement, je vais essayer d'en libérer quelques-uns. En quoi Kagame ment? La première des choses, parlons des Tutsis. Le président Kagame se présente comme le défenseur devant l'Éternel des Tutsis. Tous les Tutsis. Hier, le président, dans son mot, il a dit qu'il faut éviter de stigmatiser les populations rwandophones du Congo. Il avait bel et bien raison. Pourquoi? Parce que, allons au sud Kivu. Allons à Minembwe, là où il y a une grande population des Tutsis qui vivent là-bas. Oui. Aujourd'hui, au sud Kivu, il y a un groupe armé qui s'appelle le Red Tabara. Red Tabara, c'est un groupe qui est financé par le Rwanda. Mais un groupe qui est fait par le Rwanda, qui est composé des Rwandais et des Burundais. N'oubliez pas que le président Kagame avait fait un coup d'État raté au Burundi. Oui. Et que les gens qui avaient fui le Burundi sont partis au Rwanda. Et comme ils ne sont pas revenus du Rwanda, il les a déplacés vers le plateau. Ils ont constitué... Sur le plateau de Minembwe. Bien sûr. Les Red Tabara, c'est des Tutsis, Rwandais et Burundais, qui tuent les Tutsis congolais. Ah bon? Aujourd'hui, si vous allez demander à tous ceux qui connaissent le coin, vous allez constater qu'il ne peut pas dire qu'il est le protecteur des Tutsis parce qu'il en tue, lui, Kagame, dans le sud Kivu, avec les Red Tabara. Hier, le Red Tabara vient de publier un communiqué oui. Dans lequel il revendique effectivement, parce qu'ils se battent pour rentrer au Burundi, parce qu'ils veulent prendre le pouvoir au Burundi, avec l'appui de Paul Kagame. En fait, ce sont les Tutsis qui avaient voulu faire un coup d'État au Burundi, ça n'avait pas fonctionné. Ils sont partis au Rwanda, parce qu'ils avaient été financés par le Rwanda. Oui. Comme ils sont partis au Rwanda, maintenant, pour revenir au Burundi, c'est difficile, ils reviennent vers le plateau de Minembwe. Comme base arrière. Comme base arrière, avec un certain nombre aussi de Rwandais. Donc, Rwandais, Burundais font un groupe armé. Ce groupe armé, aujourd'hui, est en train de massacrer les Banyamulenge. Donc, il n'y a pas une protection des Tutsis, comme il le dit. Non, il ne peut pas dire ça, parce que sinon, quid du Red Tabara? Le Red Tabara, c'est la preuve que Kagame ne protège pas tous les Tutsis. Kagame protège ses intérêts à lui. Et s'il peut, dans ses intérêts, construire une idéologie en massacrant les Tutsis, il le fera. En 2018, des Tutsis congolais, ce qui est rare, qu'on ne dit pas assez, oui. réfugiés au Rwanda, à l'est du Rwanda,
ont commencé à manifester au Rwanda pour rentrer au Congo dans leur pays. Ah bon? Massacrés. Oui. Il y en a eu 18 qui ont été tués par l'armée rwandaise. Il ne faut pas qu'ils disent qu'ils protègent les Tutsis. Sinon, ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, il y a même au Rwanda, les Tutsis congolais ou les Banyamulenge qui vont là-bas au Rwanda, on les appelle des Aïrois. Mais bien sûr, ça dit que... Donc on ne les laisse même pas s'intégrer dans la société rwandaise. La logique est toute, si dans le monde, ça ne marche plus. Le président Kagame... Le Tutsiland. Non, le président Kagame défend les intérêts du Rwanda tel que lui il le connaît, tel que lui il le définit. Et il ne peut pas dire qu'il est défenseur de Tutsis, sinon comment les Red Tabara tuent les Congolais, tous ceux qui sont à Minembwe. Deuxième vérité. La deuxième vérité, c'est qui est... Quand vous lisez maintenant le discours du président hier, oui, j'ai décortiqué, vous allez rencontrer que le président a utilisé le mot paix 5 fois. La paix. La paix. Il est revenu 5 fois sur le mot paix et 4 fois sur le mot sécurité. Le couple paix et sécurité sont très liés. Et aujourd'hui, quand vous regardez le deuxième mensonge de Kagame, c'est celui-là. Ça veut dire qu'en réalité, le Congo souffre de son appétence à la normalisation. Tous les présidents qui sont succédés... Ils veulent normaliser. Ils veulent normaliser. Et on attend du Congo, grand pays, grande puissance, de prendre en charge cette normalisation qui apparaît aujourd'hui comme une faiblesse et qui commence à énerver les Congolais, qui estiment qu'il faut un rapport de force puissant pour changer les cours des événements. Et je crois que nous sommes à ce niveau-là. Je crois que le président Kagame, le deuxième mensonge, c'est de croire que le Congo est une menace, pas seulement sur le Rwanda, mais c'est une menace sur le pouvoir des Tutsis. Le troisième mensonge, c'est l'FDLR. Les Rwandais ne peuvent pas dire avec l'RCD, n'avoir pas... Il y a eu à peu près 15 opérations depuis 1994. 15 ou 16 opérations pour traquer et finaliser la question des FDLR. Jusqu'à la partition du pays en 2000, donc à partir de RCD, l'RCD restait 5 ans presque dans l'est du pays. N'oubliez pas que l'RCD était de Goma jusqu'à une grande partie du Maniema. Donc ils avaient pris tout ça. Ils étaient là, c'était une armée. Pourquoi ils n'ont pas fini la question des FDLR? Et ils n'ont jamais identifié ces FDLR pour en terminer une fois pour toutes. C'est un triangle de mensonges qui culpabilise les Congolais. C'est aux Congolais maintenant de monter sur l'estrade et de dire clairement que c'est un faux débat. C'est un faux débat. Et ce faux débat, aujourd'hui, le président Kagame et le Rwanda sont non même pas d'idéologie qui est défendue, c'est en réalité une guerre d'alimentaire, une guerre de rapine, comme je l'ai dit la fois passée. Et les richesses de plus en plus découvertes dans l'est du pays ont ouvert beaucoup d'appétit. Il n'y a pas pire pays qu'un pays de coursiers, qu'un pays de commissionnaires, où le gouvernement est mis en place pour rendre des services à d'autres. Ce n'est pas différent des groupes mercenaires. Et Jérôme Sekana, il y a aujourd'hui une problématique chez les Congolais. Est-ce que les Congolais doivent se gêner de dire qu'il n'y a aucun prétexte pour qu'on soit tué? Des millions de Congolais meurent chaque jour. Le climat des affaires est souvent pollué par ces situations qui font que ceux qui peuvent faire des affaires avec nous, lorsqu'ils entendent des bruits de bottes, ils disent on ne peut pas aller là-bas. Et le Rwanda joue beaucoup sur ça. Dit il faut venir chez moi, il y a la sécurité, il y a la paix, il y a une bonne organisation. Et donc, n'allez pas chez les gens là, ils sont mal organisés, ils ne sont même pas capables de protéger vos investissements. Vous savez, nous devons régler les problèmes avec Kagame une fois pour toutes, si nous voulons survivre comme nation. Comme l'a dit Charles Onana dans ses livres. Pourquoi? Parce que Kagame utilise la ruse. Kagame utilise l'argent qu'il vole chez nous pour nous tuer. Kagame est sous-traitant des multinationales parce qu'il sait que lui-même, dans son Rwanda là-bas, n'a pas les moyens d'exécuter même son budget, de faire tout ce qu'il est. Si vous regardez, depuis que Kagame est là, si vous essayez de creuser, l'argent que Kagame gagne
D'abord, le budget est financé en grande partie par la communauté internationale. Et l'autre partie, aussi importante, c'est la rapine, comme l'avait dit dernièrement Willy Kalengai. Willy Kalengai. Oui. Alors, Kagame a installé des laboratoires. Quelle est la force de Kagame? C'est le lobbying. Il travaille avec des cabinets aux États-Unis, j'en parle avec connaissance parce que j'ai eu à marcher à battre le pavé à New York. J'ai eu à battre le pavé en 2008-2010 à Washington, c'est New Hampshire. New Hampshire, c'est l'avenue où vous avez notre ambassade et de l'autre côté, vous avez l'ambassade de... Donc, Kagame a utilisé l'intelligence d'abord pour essayer d'analyser nos faits et gestes, connaître nos stéréotypes et nous infiltrer pour nous affaiblir. Sauf que maintenant, le mensonge... À taux duré, il commence à sortir maintenant. Il revient sur le même logiciel et nous, on lui a laissé trop de temps. Maintenant, il faut verrouiller ces logiciels. Parce que, comme le disait Willy Kalengai, il est temps de clarifier les choses. Et je suis content d'entendre le président de la République marteler sur l'agression. Il était à New York. Quand vous suivez à la tribune des Nations Unies. Oui. Et le message est relayé, sauf que ce message n'est pas tellement bien relayé. Nous avons besoin de coachs pour la mobilisation. Parce que nous ne pouvons pas... Vous savez, il y a des radios qui émettent à partir du Rwanda. Il y a des débats au Rwanda, dans des radios. Et ces radios qui sont captées à Bukavu, à Goma... Et il y a la plupart de nos compatriotes... Pour intoxiquer la région. Non. Il y a des vérités qui sont dites. Ah oui? Oui, là-bas. Où Kagame a un plan, même avec les troupes de M23 qui arrivent, oui, de provoquer les Rwandais. C'est-à-dire, à un certain moment, ça a été dit avant-hier dans les radios, il y a des gens qui intervenaient, c'est-à-dire les M23, pour justifier l'entrée maintenant officielle de l'armée rwandaise dans notre territoire, oui, il faut que les M23 envoient des obus. De l'autre côté du Rwanda. Pour que le Rwanda dise qu'on a été attaqué. Et maintenant, donc vous voyez, jusqu'à la quel ruse. niveau. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de désordre à l'Est, eh bien, Kagame n'a pas d'argent. Et pourquoi il y a tous ces malheurs à l'Est? Parce qu'il y a un minerai stratégique. Je vous ai dit, dont les prix dépassent même le prix du coltan. Plutôt de cobalt, oui, dont les prix dépassent même les prix de... Aujourd'hui, les cuivres, c'est à $8 000 la tonne métrique. Oui, oui. Les cobaltes, c'est à 51 000, 52 000 la tonne métrique. Oui. Mais posez-moi la question, les colombo-tantalites qu'il y a en quantité là-bas, c'est combien? C'est 114 000 $. 114 000 $. Je suis sérieux. La tonne métrique. Ça doit nous mettre la puce à l'oreille. Même les gouvernements qui s'intéressent plus au cuivre et au cobalt devraient regarder maintenant de l'autre côté pour essayer de parler avec ceux-là qui font la sous-traitance à Kagame en leur disant, même s'il faut leur accorder des avantages extraordinaires pourvu que nous ayons la paix, eh bien il faut annuler les logiciels, supprimer les logiciels de Kagame. Parce que si Kagame fait tout ça, c'est parce que quand il a les coltans et il fait atterrir des avions, nous ne maîtrisons pas tous les aérodromes que nous avons là-bas. Les avions décollent, d'ailleurs, je vais vous envoyer les images, oui, sur des pistes en terre battue, des routes en terre battue. Les avions atterrissent et décollent avec des minéraux. Donc, sans la rapine à l'Est, Kagame, et au moment où je vous parle, oui, vous apprendrez, il y aura des tensions sociales parce qu'il est incapable aujourd'hui de payer même tous ces fonctionnaires. Donc ça dit la bonne gouvernance qu'on dit qu'il a installée. Voilà pourquoi moi j'ai dit... C'est Dieu la rapide. Oui. Voilà, mais bien sûr, quelle bonne gouvernance. Il maquille les chiffres. Les chiffres sont maquillés. Bien sûr que oui. Il y a la pauvreté au Rwanda. Il y a la pauvreté au niveau du Fonds monétaire international. Il y a même des gens qui mettent en doute les chiffres. C'est quelqu'un c'est un communicateur, Kagame. Quand les délégations arrivent, vous êtes surveillés. Vos faits et gestes, même vos sorties, on vous oriente pour que vous ne puissiez pas voir la pauvreté là où elle est.
On vous fait croire que c'est partout comme ça, alors que ce n'est pas comme ça. Alors, voilà pourquoi moi j'ai dit, je suis content, la mobilisation, et surtout les politiciens. J'ai entendu presque tous les responsables, ou bien les délégués des responsables de partis politiques de l'opposition, parler tous d'une même voix. Ça, c'est la patrie. La colère dont parlait José tout à l'heure, c'est que les gens ont compris que on met de côté la colère contre Tshisekedi pour le moment, on met en orienter. Mais voyons ce qui nous réunit. Nous devons avoir des coachs. Et je sais de quoi je parle, les coachs, parce qu'il ne faut pas qu'on tombe dans les pièges des Kagame. Pas de mobilisation sans provision. Il ne faut pas mobiliser l'opinion sans savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. derrière. Nous mobilisons qui et pourquoi? Nous ne pouvons pas nous mettre à marcher. Les marches ne peuvent pas aller faire des dégâts de l'autre côté. Parce qu'on est en train, M23 est en train d'égorger nos compatriotes. 14 sont morts hier, tués dans la partie. Et ils font les porte-à-porte. Et on interdit à nos compatriotes d'utiliser les téléphones même pour appeler parce qu'ils disent que non, et vous appelez les gens. C'est extrêmement grave. Et là où ça fait mal, la communauté internationale qui est complice, c'était et accepte qu'il y ait un fleuve du sang des Congolais qui coule, tout simplement parce que les multinationales... On va parler tout à l'heure du rôle de la communauté internationale. Maintenant, qu'est-ce que moi j'appelle mobilisation, même quand le chef de l'État nous demande de nous mobiliser? C'est qu'il faut nos jeunes, en plus bien sûr, nous devons être en état d'alerte générale. Le premier élément de la mobilisation, c'est l'information. L'information. Bien sûr que oui, ce que nous sommes en train de faire ici. Les renseignements. Au Rwanda, tous les Rwandais sont des agents de renseignement. En République démocratique du Congo, les Kagame a même utilisé l'argent pour créer des fonds comptes Twitter, des fonds comptes WhatsApp pour véhiculer des mauvaises informations. Il y en a 2000 aujourd'hui. Et il y a des Congolais qui acceptent de prendre l'argent des Kagame pour faire cette sale besogne. C'est là. On doit détecter ça. On doit faire un effort pour arriver à dire à ces gens qu'ils ne doivent pas tomber dans ces jeux-là. Et la provision, c'est quoi? Nos compatriotes sont là-bas. Nous avons vu le gouvernement débarquer là-bas. Mais nous devons nous mobiliser avec nos moyens. L'autre fois, je vous avais dit que le pays, c'est comme le corps humain. Jean-Marie Kassamba, tu te blesses au niveau de l'orteil ou du pied là. Les cerveaux souffrent. Mais la douleur est ressentie au niveau du cœur. Oui. Et les cerveaux, vous manquez du sommeil. Oui. Nous devons manquer du sommeil. C'est désolé de constater, par exemple, il y avait une mauvaise coïncidence. Le même jour où ils sont attaqués Rutshuru, c'est le même jour où il y avait les concerts ici. Oui. Mais on doit arrêter la distraction. Nous sommes un corps. Nous sommes une nation. Nous sommes un pays. Nous devons, si Kagame voit que nous sommes déterminés, plus que par le passé, surtout en termes de renseignement, si la communauté internationale, oui. J'ai vu ce qui s'est passé à Bukavu. Oui. Si Kinshasa doit marcher, j'ai entendu des appels de marche. Oui. Il faut qu'il y ait 3 millions de personnes dans la rue. Il ne faut pas que quand on appelle les gens à marcher, il y ait 500 personnes et avec des bandeaux. Non, non. Et il faut qu'on voie les personnalités politiques. Il faut qu'on voie le chef de l'État comme lui-même, il est le numéro. On peut le voir. En train de marcher. Bien sûr que oui. Pour son pays. Tous les responsables, les chefs de corps, on doit les voir à l'œuvre. Et tous ceux qu'on appelle les leaders d'opinion. Alors, la provision, c'est quoi? Cela veut dire que, comme le chef l'a dit, nous devons mettre la main à la poche. La main à la poche. Bien sûr. Parce que nous devons mobiliser les moyens financiers pour voler au secours. L'État fait sa part. Maintenant, les citoyens doivent faire aussi sa part. C'est-à-dire, chacun peut donner ce qu'il veut. Jean-Marie peut donner $100, et lui, il peut donner 50, et vous dites que ça, je donne ça au nom de la nation. Maintenant, il faut que le gouvernement crée un cadre, pas avec des gens qui viennent détourner, pour orienter ces flux des moyens, de cette provision vers le front. Parce que la plupart des capitaux qui partent de Kinshasa pour le front retournent pour construire des immeubles ici. On doit d'ailleurs confisquer ces biens-là. On doit auditer pour savoir qui fait quoi. Tous ceux qui sont dans la chaîne des commandements, dans la gestion de cet argent-là, doivent rendre compte. L'IGF doit aller là-bas. Je n'ai pas fini. Je vous en prie. La nourriture. Oui. On ne peut ventre affamé d'un point d'oreille. Au jour d'aujourd'hui, j'ai suivi les jeunes qui nous suivent à Goma.
Nous, ici à Kinshasa, en 2008, on n'a pas attendu la formation. On a capturé à Massina, des infiltrés. Des infiltrés armés. 98, c'est pas 2008. 98. En 98, 98, je m'excuse. oui, 98. En 98, oui. On les a capturés. On les a amenés à la police. Population, c'est la plus grande armée au monde. On les a capturés, on a ravi les fusils. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre maintenant en état d'alerte les jeunes, parce que tous, nous les entendons là-bas, ils disent Boutou pâtissier, Mabunduki. Ils ont besoin des armes. Traverser. Non, ils ne peuvent pas faire ça. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut qu'il y ait des coachs. C'est ce que Kagame recherche. C'est ce qu'a dit Willy. Il faut qu'il y ait des coachs pour orienter. Et le fonctionnement des coachs, je ne peux pas le dire ici parce que Kagame est en train de me regarder depuis son salon à Kigali là-bas. Oui, oui. Non, il y a des choses que nous devons dire entre nous parce que nous sommes en guerre. Mais il faut ces coachs-là pour essayer de corriger parce que lui, il pense que nous allons continuer à commettre les mêmes erreurs. Donc, prendre des dispositions pour que, quand il y a un cas de débordement, la formation militaire peut se faire en une semaine, en 3 jours. Le maniement des armes, l'AK-47, on peut vous apprendre ça en 10 minutes. Parce que quand quelqu'un est déterminé de mourir, il y a un jeune qui s'est suicidé. Oui, à Kibumba. Oui. À Kiwanja, pardon. À Kiwanja. Quand il dit non, ça je ne peux pas supporter, moi je ne peux pas être esclave de M23, il s'est suicidé. Bon, quelqu'un qui se suicide comme ça, si on lui dit prends l'arme et défends ton pays, mais il est prêt à aller devant le front et se battre. Donc la détermination qu'on observe aujourd'hui dans le chef de nos compatriotes à l'Est, il faut tenir compte de ça. Le commandant, le gouverneur militaire a dit, voilà, vous êtes sécurisés. La sécurité, bien sûr, si vous n'avez pas l'effectif voulu, il faut transformer la population à d'autres effectifs d'autodéfense. Mais il faut l'encadrement. Absolument. On dira plus tard on va continuer sur le rôle de la communauté internationale. J'aimerais vous demander, bienvenue Bakoumania, la mobilisation des hommes des médias. Vous êtes le patron de l'agence nationale qui s'occupe de notre presse. Est-ce que vous le sentez? Qu'est-ce qu'il faut faire désormais? Est-ce qu'il faut attendre les éléments de langage qui viennent d'en haut? Est-ce qu'il faut, comme dans un parti État, orienter l'information? Il faut laisser aussi les réseaux sociaux jouer les rôles comme Kagame est en train de le faire avec tous ces gens qui manipulent avec parfois des fake news, etc. Des infox, parfois, qui ne tiennent pas debout, mais ça fonctionne. Ben, la preuve que les médias sont mobilisés, c'est que nous sommes là. Oui. Il a fallu que des coups de fil passent et on vient. Personne ne nous a demandé de venir analyser cette actualité aujourd'hui. Oui. C'est dire que les médias sont au front. Malheureusement, il ne manque pas de dérapages. On trouve quand même des hommes et femmes de médias qui relaient des messages qui ne sont pas de nature à favoriser la victoire de la République. Et là, c'est très, très dangereux. Je les interpelle personnellement parce que je connais quelques-uns et je pense qu'ils doivent rapidement changer de fusil d'épaule. Mais pour autant, il faudrait également que la République, c'est-à-dire les institutions, les animateurs des institutions, donnent de la matière aux médias. Je ne sais pas donner de la matière de manipulation, mais donner de la matière pour que la bonne information puisse circuler. Aujourd'hui, on doit nous dire qu'est-ce qui se passe sur le front. C'est notre droit. Même s'il n'y a pas de combat, même si c'est le statu quo, il faut que l'armée nous dise... Parce qu'on a l'impression que quand il y a des attaques, des localités tombent, on s'enflamme. Eh ben, on ne s'enflamme pas. En face, on s'enflamme. Oui, il y a un moment donné, on s'était. Calme plat, et on ne dit rien, on ne donne pas les éléments de langage. Il faut qu'on ait ces éléments pour pouvoir encadrer l'opinion. Il faut entretenir l'opinion que le pays est en guerre. Le président de la République hier, moi j'ai noté, il avait 2 options sur la table. L'option diplomatique et l'option militaire. Mais le président a détricoté l'option diplomatique. Il a démontré par A plus B que ça n'a pas marché. Même s'il ne nous a pas dit que ce qui nous reste, c'est faire la guerre. Mais son attitude, vous voyez la tenue qu'il a portée, c'est un état d'esprit. Le président invite les Congolais à se préparer à faire la guerre. Et moi, je crois, de mon point de vue, pour que les relations entre la RDC et le Rwanda, pour qu'il y ait stabilité dans la région des Grands Lacs, il faut qu'il y ait un vainqueur dans cette guerre. Et ce vainqueur comme disait Mozito. Mozito a dit,
pour en finir avec cette rengaine, c'est tout le temps, il faut à un moment donné qu'il y ait un vainqueur. On n'a pas de choix. Kigali ne nous laisse pas de choix. Nous devons faire Depuis la guerre. 30 ans. Nous devons faire la guerre et la gagner. C'est ça le vrai problème. Et j'ai senti dans les discours d'hier qu'il y a une certaine détermination à mener la guerre, puisque l'option diplomatique a démontré ses limites. On doit mener la guerre parce qu'on n'est pas faible. Le président de la République l'a dit hier, et l'armée avec le milliard qui va commencer à tomber chaque année, va monter en puissance, va monter réellement en puissance, parce que avant c'était sur le plan des discours, et cette fois-ci ça serait sur le terrain que l'armée va monter en puissance avec les équipements sophistiqués que l'armée va acquérir, de manière à ce que nous puissions battre le Rwanda militairement. Et en ce moment-là, nous allons instaurer une paix durable dans la sous-région. Mais vous connaissez un peu cette communauté internationale. On a l'impression qu'elle joue un peu double jeu. Quand il y a des communiqués un peu de principe, on dit on appelle les deux parties à cesser le feu, on appelle les deux parties à discuter, on appelle les deux parties. Mais en Ukraine, on exige qu'elle a reçu des camps. On exige que... Il y a des sanctions. Qu'il y ait des sanctions. On prend même des sanctions d'une manière préventive. On arme même l'Ukraine. Pourquoi ce n'est pas le cas chez nous? Qu'est-ce que Kagame donne que la RDC ne peut pas donner? Non, la communauté internationale est restée logique avec elle-même. La communauté internationale a besoin d'une RDC faible, a besoin d'une RDC incapable de se défendre, de défendre ses richesses, pour laisser se perpétuer la prédation, la rapine, comme a dit Colette Brackman dans son tweet. Oui. Alors, est-ce que pour cela, nous devons nous accepter la fatalité? Ah non, moi je pense que nous avons réalisé des avancées. Aujourd'hui, Kigali, moi je ne dirais jamais le Rwanda, oui. Kigali, le régime de Kigali, se justifie sur tous les plateaux. Il n'y a pas longtemps, c'est le tout puissant James Kabarebe, devant, il cherche même des auditoires, il crée des auditoires devant des étudiants qui a insulté les Congolais évidemment, hein, mais ça démontre la nervosité qu'il y a aujourd'hui à Kigali. Parce que ils sont nerveux. Oui, il y a une intelligence qui s'est développée du côté de la République démocratique du Congo. C'est attaquer les Rwandais sur le plan de la communication, sur leur langage, leur propre langage. Oui. Vous verrez que le président de la République, dans son discours, dans son adresse d'hier, a abordé les questions que pose le Rwanda. Oui. Les FDLR, il a abordé toutes ces questions, la stigmatisation des Tutsis, la défense des Nilotiques. Et même là, il faudrait qu'on se pose la question, là, et la question est simple. Qui habite Rutshuru, Kiwanja et autres? Ils sont des rwandophones. Oui. Aujourd'hui, ils sont 200 000 qui fuient le M23. Ah oui? Ah ben oui, 200 000. Alors, comment expliquer? Willy l'a dit tout à l'heure au Sud Kivu. Si, effectivement, Kigali défendait les Tutsis ou les rwandophones, comment on peut arriver à Rutshuru, on tue, on fait fuir ces gens en brousse? Mais ils parlent Kinyarwanda, ces gens. Comment on peut traumatiser les gens qu'on est censé protéger? Non, ce sont des Congolais. Et l'âme, M. José l'a dit tout à l'heure, c'est inscrit dans l'âme, c'est dans l'ADN. Ce sont des Congolais. Ils ont le sentiment d'appartenir à la République démocratique du Congo. Ils ne sont pas des Rwandais. Donc ils fuient l'étranger. Ils fuient l'étranger, le Rwandais. Le Rwandais, le régime de Kigali, considéré comme ennemi. Et les Congolais rwandophones, ils vont vers leurs frères pour être... Ils viennent se réfugier à Goma. Oui, évidemment. Évidemment. Ils savent les sentiments patriotiques. Plus congolais que rwandais. Et ils sont mieux sécurisés par les institutions de la République que par une rébellion, par des terroristes. Maintenant, il faut dire ça à la communauté internationale. La communauté internationale Mais justement, et montrer ça. La alors, communauté internationale doit le comprendre. est-ce que vraiment, ceux qui nous suivent, ils sont très attentifs quant à ce. Les émissaires du président Tshisekedi, nos diplomates, nos ambassadeurs, notre ministre des Affaires étrangères, est-ce qu'il tient ses discours clairement à l'Union européenne, au Conseil de sécurité, pour leur dire, le monsieur qui vous ment, qui défend les rwandophones, il ne le fait pas, et pour preuve, regardez comment il est en train de les traumatiser. Ah ben si eux ne le font pas, nous le faisons déjà. Nous sensibilisons la communauté internationale qu'il y a 200 rwandophones environ qui fuient l'avancée des M23.
ça devait les interpeller. Il faudrait que la communauté internationale se dise qu'on ne peut pas sécuriser le régime de Kigali en tuant les Congolais. Des milliers de Congolais. Des millions de Congolais. Il faut que la communauté internationale puisse intérioriser cette donne. Parce que demain, ce sont les Congolais qui vont sécuriser le Rwanda. Qui vont sécuriser oui, mais quelqu'un m'a dit tout à l'heure, juste après notre émission la fois dernière, que vous êtes en train de menacer le Rwandais d'annexion, de domination, mais vous n'avez pas la méthode ni la gouvernance pour le faire. Non, les Congolais ne menacent pas le Rwanda. Si le Rwanda pouvait être la 27e province de la RDC, ça ne poserait aucun problème. Oui, aucun problème. Parce que au Congo... Ça, c'est Willy Kalinga qui l'avait dit. Oui, ça serait la 27e province. Il est condescendant avec les Rwandais. Ils vont compétir quand il y a élection, ils vont avoir des députés. Apparemment, les régimes de Kigali notamment nous donnent la preuve que les Rwandais aiment tellement la République démocratique du Congo que par tous les moyens, ils voudraient devenir des Congolais. Mais on va leur ouvrir la porte grandement. Oui, José. Oui, je voudrais d'un mot. Oui. À propos de la communauté internationale. Non, Marc Luan disait, il rêvait d'un village planétaire. Le monde est devenu ce village planétaire. Donc nous ne devons pas parler comme si cette communauté internationale, je n'aime pas trop ce concept. Nous savons que la communauté internationale, en fait, c'est un certain nombre de pays. Non, théoriquement, nous en faisons partie théoriquement. Mais en réalité, c'est un certain nombre de pays. Nous parlons là de la réalité. Les États-Unis, l'Union européenne, la Grande-Bretagne et le Japon. Oui, qui dictent leurs lois parce que, et c'est normal dans cette jungle, qu'on a essayé de normaliser par le droit international, mais le droit international repose sur la notion de rapport de force. Donc, parlons vrai. Sinon, nous risquons de commencer à nous répandre dans ce qu'on appelle la philosophie ou des bons sentiments. On n'est pas dans des bons sentiments. On n'est pas en train d'enfoncer des portes largement ouvertes. Ce qui se passe chez nous, c'est que vous appelez communauté internationale, elle est au courant. Ce qui se passe au Rwanda, la communauté internationale est au courant. Mais simplement... Donc ils sont au courant. Ils sont parfaitement au courant. Donc ne parlons pas comme si... Non. Mais le problème, c'est qu'ils ont des intérêts. Et nous avons l'avantage, de par l'histoire, je reviens toujours à l'histoire comme l'étude du passé, pas une étude figée, mais une étude dynamique. L'histoire nous renseigne sur le présent et le présent nous prépare l'avenir. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire ceci, que nous savons, c'est que ce groupe de pays-là pensent de nous. Nous savons pourquoi ils utilisent le président Kagame, Museveni aussi, et pour nous nuire. Nous le savons, ça vient de très loin. Bien. Mais l'exercice qui est le nôtre, c'est de dire, c'est comme en mathématiques. Je parle sous le contrôle de Jérôme. Ici, les autres sont des pauvres littéraires comme moi. Il y a des données, ce qu'on appelle des données fixes et des inconnues. Les données fixes, c'est ce que nous disons. Nous les connaissons, c'est archi connu. Mais l'exercice qui est le nôtre, c'est de nous interroger, nous, je le disais l'autre fois, comme nation, comme pays. Pas comme président Tshisekedi. C'est l'erreur que nous commettons souvent. Donc, la colère dont vous parlez tout à l'heure, qu'on arrête de se fâcher contre Tshisekedi. C'est-à-dire que... Non, ce n'est pas ce que je... Oui, ça je le dis. Mais ici, c'est opposé au narratif des autres, le nôtre. Quel est notre narratif? Premièrement, dans ce narratif, nous mettons quoi? Une fois qu'on a dit ça, maintenant, nous voyons, nous nous rappelons, nous tous, que la guerre, c'est la continuation de la politique. La guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Oui. Clausewitz, le plus grand. Oui. Académicien militaire, le plus grand, après les Chinois. C'est celui-là, premièrement. Deuxièmement, que la diplomatie sans les armes, c'est comme une musique sans instrument. Ça, c'est des données. Ça veut dire quoi? Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire ceci, que le rapport de force, aujourd'hui, nous impose une organisation comme pays. La mobilisation, on ne doit pas la comprendre au sens folklorique. Les genres de mobilisation que nous avions depuis l'MP... Oui, on marche, et on fait du bruit, et ça s'arrête là. Non. Ça doit répondre à une certaine cohérence. Quelle est cette cohérence?
derrière le Rwanda, il y a ces puissances-là. Qu'est-ce que le Congolais apporte comme réponse à cela? Je vous donne un exemple. On a vu, à un moment donné, il y a eu des marches à Goma et partout là contre la MONUSCO. Oui. Les lignes ont bougé. Oui, absolument. Oui. Même la MONUSCO a commencé à chercher à s'expliquer. Oui. À séduire. Oui, parce que ces marches-là, ce n'étaient pas des marches alimentaires. Il ne faut pas que nous tombions dans des démarches alimentaires. Ou de flatterie. Oui, oui, c'est bien cela. Oui. C'est une population qui est là, qui se mobilise. Mais c'est aussi une classe politique. Le président a dit il faut taire nos divergences. Oui. Mais il faut créer les conditions pour taire ces divergences. Une chose est de le dire. D'où lui-même, il doit aussi. Bien entendu. Il doit le faire. Je le dis la fois dernière ici. Oui. Je le dis la fois dernière. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'émancipe de nos positions partisanes pour voir le pays. C'est un exercice que nous devons faire, nous tous, le président aussi. Que quand il parle, il ne s'adresse pas uniquement à ses soutiens et que le message que nous récupérions, ça ne doit pas être un message du président qui s'adresse à ceux qui l'aiment. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet ici, c'est que cette mobilisation doit être pensée au niveau du pays. Est-ce qu'il faut faire la pression contre cette communauté internationale? Bien On sûr. Sait par exemple que le Rwanda déploie ses troupes au Mozambique. Hein, et il y a des intérêts français qui sont là-bas. Le Rwanda envoie des troupes en Somalie, envoie des troupes... Mais c'est ça que je suis en train de dire. Nous avons pris en Centrafrique. À la fois un bon et un mauvais exemple. Oui. On a pris la Russie et l'Ukraine. Oui. Et ici, on a tort de croire que c'est un conflit entre l'Ukraine et la Russie. C'est ce qui illustre, c'est que ce monde repose sur une série d'hypocrisies, oui. Mais des hypocrisies assumées. Je ne sais pas si nous comprenons. Absolument. Oui, le monde repose sur une série d'hypocrisies. Mais c'est des hypocrisies assumées. Aujourd'hui, on sait, tout le monde sait pourquoi la Russie se bat. Tout le monde sait pourquoi tout le monde occidental met tout en Ukraine contre la Russie. Contre la Russie. Oui. Donc l'enjeu, ce n'est pas un problème de frontières, vous voyez-vous. De la même manière, mutatis mutandis, ici, chez nous, l'enjeu, ce n'est pas comme nous le disons matin, midi, soir, Kagame va voir. Ce n'est pas un problème de Kagame comme président du Rwanda, tout simplement. C'est un problème général. C'est le défi qui nous est posé, c'est comment sortir du déterminisme géopolitique dans lequel on veut nous enfermer. Nous sommes depuis 1888 dans un certain déterminisme géopolitique auquel nous n'avons pas participé. Mais on veut nous maintenir dans ce déterminisme. Voilà, il y a mal organisé, faible. Faites ça. Et nous jouons les jeux, malheureusement. Nous jouons les jeux inconsciemment. Nous, c'est-à-dire... Oui, la classe politique... Vous avez bien compris. Absolument. Mais voilà, écoutez, nous devons ajouter à notre diplomatie une intelligence stratégique. C'est très fondamental. Oui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec la mutation énergétique, avec la COP, c'est dimanche, hein? Bien sûr. Le changement observé à travers le monde, la guerre larvée entre l'Occident et la Chine, ainsi de suite, oui. Il y a 4 destinations. Et avant de donner ces destinations, nous devons comprendre que les appels d'offres pour l'exploitation de nos gisements pétroliers à l'Est et gaziers ont accéléré aussi certaines choses du côté de l'Est. Parce que la plupart de ceux-là qui nous font la guerre ou qui sous-traitent ce qui nous arrive et qui donnent des armes figurent dans ces capitales-là, notamment au niveau de Londres et au niveau des États-Unis. Alors, quelles sont les destinations? Il y en a 4. La première destination, c'est les États-Unis. Notre diplomatie doit changer de logiciel ou ajouter une certaine intelligence stratégique. Pourquoi? Dans le contexte actuel, qu'on monte, qu'on descende, en ce qui concerne la puissance des feux, en ce qui concerne la maîtrise des questions économiques, le pays qui peut nous faire très mal, c'est les États-Unis. Les États-Unis. Et non la Chine. Donc, il y a moyen, et les Américains, vous avez vu, ils nous ont envoyé 2 émissaires ici. 3. 3 d'ailleurs. 3 émissaires. Oui, oui. C'est un signal qu'il faut comprendre.
Le secrétaire d'État, les conseillers énergétiques. Quand vous regardez, la plupart des gisements miniers ici sont contrôlés, la plupart des minéraux, c'est contrôlé par les Chinois. Oui. Les Américains se sont rendus compte. J'étais à Morenci. Morenci, c'est en Arizona, où se trouve le siège de Freeport-McMoRan, qui est la société, la maison mère de Tenkefungurume Mining. Oui. Les Américains ont vendu aux Chinois Tenkefungurume Mining aux Chinois. Et ils se sont rendus compte, ils ont découvert leur erreur par après que ces gens sont en train d'occuper les terrains. Nous risquons de manquer de minéraux stratégiques à l'avenir. Les Chinois, parce qu'ils ont même mis le pied à Manounou. Oui. Donc, notre pays risque d'être un terrain de combat économique, stratégique, même militaire, en ce qui concerne l'accès aux matières premières. Voilà pourquoi j'ai dit, les États-Unis, il faut que nous arrivions à nous déplacer et parler un langage franc. Et pour ça, on a besoin d'un laboratoire constitué des coachs. Et les idées, il y en a là, ce n'est pas à la télé qu'on va les donner. Il faut préparer un cahier de charges proposé aux Américains. Deuxième destination, c'est Londres. C'est la grande place boursière internationale. Pas seulement la grande place boursière. Londres, c'est l'antichambre de Kagame. Et ici, je dois être précis, nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Le peuple rwandais nous aime beaucoup. On parle du régime rwandais. C'est le régime. Régime rwandais. Pourquoi? Parce que quand vous analysez les multinationales qui sont déployées à l'Est, qui ont construit des usines, pas seulement des usines, ce qu'on appelle des fours, qui chôment pour le moment, à Kigali, ils n'ont pas commencé à tourner. Non, il y a baisse de production. Ils n'ont pas provisionné. Bien sûr. Alors, leur siège, c'est à Londres. Il y a des choses à faire à Londres. Une autre destination, c'est Pékin. La Chine. Vous avez vu, j'ai suivi votre carte, les dessous des cartes. Vous avez bien parlé ce matin sur la visite du Premier ministre allemand en Chine, les chanceliers. Absolument. Les chanceliers. Oui. Il est allé là-bas, pourquoi? Il est même en désaccord avec certains. Absolument, avec l'Union européenne. Mais le monsieur a dit, terminez cette histoire-là. Vous savez, en Europe, il n'y a que 2 pays qui disposent de l'arme nucléaire. C'est la France et la Grande-Bretagne. Et comme ils étaient, depuis la guerre, la Grande Guerre, ils disent, aujourd'hui, les Allemands mettent 100 milliards d'euros sur la table. Pour moderniser leur armée. En puissance, leur armée. Alors, il est parti là-bas parce que pour lui, il ne peut pas. C'est ça qui crée des divergences. Lorsque Macron dit qu'il faut plafonner les prix du carburant, du gaz, ils disent non, nous dépendons à plus de 50% des Russes. Nous ne devons pas faire ça. Donc voilà pourquoi, si l'Allemagne a compris les jeux qui se jouent, nous aussi nous devons comprendre ce qui se joue pour que nous puissions non seulement rassurer la Chine, parce que c'est une autre puissance qui est en train de venir. La Chine investit plus que... Je vais terminer. Vous avez parlé avant que Willy Kalengel puisse intervenir. Nous sommes suivis en direct, naturellement, à travers le monde. Je vais vous lire quelques interventions qui viennent de tomber. Et il y a Patrice Kabeye qui est à Paris, qui dit « Merci, chers compatriotes, pour cette émission très enrichissante. Dites-nous quelle attitude que la population dans son ensemble doit avoir aujourd'hui vis-à-vis et du Rwanda et de la communauté internationale. » Vous répondez à la question, oui, tous azimuts. Donc une mobilisation, tous azimuts, passe du folklore. Maintenant, là, on doit sentir, tout le monde doit partir de chez lui en disant que les jeunes doivent se dire que moi, je suis prêt à prendre l'arme et aller mourir au front. Formation ou pas, nous devons aller là-bas. Parce que trop, c'est trop. C'est-à-dire, nous ne devons pas seulement faire des marches... Les Israéliens le font autant. Non. Nous ne devons pas faire des marches pour la télé, pour la télévision. Et pas une colère passagère. Là, il faut maintenant une colère qui monte en puissance. Au fur et à mesure que la situation avance. Et là, il faut l'accompagnement du gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui donne l'impulsion. Si le gouvernement ne donne pas l'impulsion, eh bien, la colère... Ça va s'effriter. Ça va s'effriter. Comme on a vu en... Oui, c'est-à-dire... Au Venezuela et en Iran. Si on a vu 30 000, 50 000 personnes à Goma, à Kinshasa, j'ai dit nous devons être 3 millions.
pour montrer à la communauté internationale que nous sommes fâchés. Merci beaucoup. Willy Kalengaye. Merci vraiment. Vous allez parler, mais répondez sur cette question. Émeraude Kazadi, qui est à Abidjan, il dit « Demandez aux députés sénateurs de faire les lobbies et de faire aussi des analyses comme vous, il dit, et qui touchent 21 000 $. Évidemment, après Jérôme, c'est difficile de parler, mais quand même, je vais tenter de répondre rapidement à cette question. Oui. C'est vrai que je l'avais dit dans la première émission, que la défense de notre pays, dès les départs, dès les premiers paradigmes, était assumée par sa dépendance à l'international. Je l'avais dit, nous avions dans ce pays des dispositifs de défense, notamment Kamina, etc. et tout ça. Et nous avions la coopération belge. Donc le pays était défendu par notre dépendance à l'international. Nous sommes arrivés au moment où, aujourd'hui, et c'est unanime, le Congo doit être défendu par le Congolais. Ça signifie en réalité que l'obligation de défendre le pays revient maintenant à chaque citoyen congolais. Chaque citoyen congolais. Et c'est comme ça que nous plaidons rapidement pour que, Jérôme l'avait dit, il revient là-dessus plusieurs fois, pour que les services militaires minimum soient inculqués aux jeunes, si pas même à nous qui sommes un peu plus vieux. C'est important aujourd'hui. Quand il parle de comment on va mobiliser les peuples, c'est déjà de décider que demain, parce que les dangers, nous avons 9 frontières. Il ne faut pas donner de mauvais exemples à certains pays. S'ils voient le Rwanda nous attaquer, la Zambie, nous avons 9. Donc il faut déjà, dès le départ, le président de la République, ainsi que l'ensemble de ceux qui dirigent, insérer dans la formation, dans l'éducation des enfants, des Congolais, la défense de la patrie. En initiant au maniement des armes, mais en initiant aussi au travail de troupes. La deuxième chose, c'est que mobiliser, c'est aussi, il y a une symbolique importante qui est attendue. Le chef de l'État aujourd'hui, parce qu'il a appelé les Congolais à se mobiliser autour de lui, il faut qu'il montre avec certains Congolais la symbolique de cette mobilisation. En faisant quoi? En faisant, je vois par exemple, en recevant les opposants, en recevant tous ceux qui ont... Il doit faire cette démarche, il doit la faire, d'appeler les opposants. Il faut les appeler. Qu'ils s'ouvrent autour de lui, il doit les appeler. De demain. Il faut qu'un gars comme Fayoulou, Mouzito, Kabila, tous doivent se voir et se rencontrer. Parce que s'ils aiment ce pays, s'ils ont du respect pour ce peuple, ils ne peuvent pas aujourd'hui se cabrer dans leurs contradictions secondaires. Moi, je considère être opposant ou être au pouvoir comme une contradiction secondaire. La contradiction principale, c'est celle qui met le pays en danger. Face aux dangers qui menacent la nation, comment vous, opposants, vous, au pouvoir, vous allez refuser de vous rencontrer? Aujourd'hui, c'est une obligation. Le pouvoir dit, je m'accapare comme j'ai la signature. C'est une obligation. Ils n'ont qu'à faire ce que j'ai dit. C'est une obligation. L'opposition, c'est une alternance potentielle. Ça signifie, si vous échouez, il y a une solution de réchange. Maintenant, quand tous les cadres sont menacés, tous les plans A et les plans B doivent se rencontrer. Il est urgent que le président de la République, avec l'ensemble de ceux qui ne sont pas avec lui dans sa politique, le peuple a besoin de voir qu'ils s'entendent. Vous voulez demander au peuple d'aller mourir pour la nation. Mais vous-même, vous ne vous entendez pas entre vous. Vous ne définissez pas. Et les Rwandais jouent beaucoup sur ça. Bien sûr. Ça, c'est une des choses importantes qui est attendue du leadership national. Il faut que, eh bien, ceux qui sont opposants, qui refuseraient l'invitation du président, vont démontrer qu'ils sont en collision avec l'adversaire. Je voudrais terminer en disant que, parce que nous parlons de la patrie, nous parlons du patriotisme, il ne faut pas que les gens entendent militantisme. C'est ça la différence que nous avons aujourd'hui. Nous sommes des patriotes. Nous savons ce que signifie la patrie. On n'est pas des militants. Non, nous savons ce que signifie la patrie. On est même mais notre peuple a été élevé, a été nourri au militantisme. C'est comme ça qu'il y a une certaine pudeur à certaines personnes de prendre parti pour la nation. Je voudrais terminer en disant que Aristote disait, et je parle sous le contrôle de José Nawège. L'homme des citations. Voilà, Aristote disait, grand philosophe, dans des circonstances difficiles, il faut savoir chercher ce qui rend différentes les choses semblables. Et quand vous avez trouvé la ressemblance des choses différentes, faites un effort pour trouver la différence des choses semblables.
Donc nous sommes dans un pays où, ce qui est aujourd'hui, la ressemblance, c'est que nous vivons quelque chose que nous avons déjà vu en 1998. Avec les mêmes Rwandais. Avec les mêmes Rwandais. Sous-traités. Voilà, il y a une ressemblance. Mais la différence, c'est que nous risquons de perdre tous les pays si nous ne faisons pas attention. À vouloir faire la même chose avec les mêmes moyens, en pensant arriver à un résultat différent, on se trompe, comme disait Albert Einstein. Merci. Voilà, Si je peux placer un... Oui. Je peux. Oui. Allez-y. Quand même. Et profitez-en pour répondre à la question de Fabrice qui nous suit à Luanda, en Angola, qui dit l'Union africaine appelle au dialogue à Nairobi. Qui est-ce qui va représenter la RDC et pour quel objet? C'est le dialogue de Nairobi. Non, s'il y a dialogue, il est bien évident que c'est les plénipotentiaires, c'est-à-dire le gouvernement. On n'invente pas la roue à ce niveau-là. Oui. Le gouvernement qui est là ne réinvente pas la roue. Et de quoi on va parler? Le gouvernement qui est là... De la paix. On va négocier quoi et avec qui? C'est-à-dire que dans les cénacles diplomatiques, le contenant, parfois, importe plus que le contenu. Mais tout le problème, toute l'intelligence, c'est de savoir mettre notre contenu là où nous allons. Savoir ce que nous voulons. Ce que nous en voulons. Partant là-bas. En fait, nous devons nous défaire, je le dis souvent, de cette conception angélique des relations entre États. Nous transposons les choses. C'est nos amis, les Kenyans sont nos amis. C'est nos frères. Non, c'est nos frères. Toute l'Afrique est comme ça. L'Angola est avec nous, donc on va là-bas. Personne n'est avec nous. Tout le monde est avec soi-même. Mais le problème, c'est de savoir quelle partie nous tirons de tel. Nous tirons de tel, nous tirons de tel. C'est ça, nous n'avons pas encore atteint cette intelligence-là. Parce que nous avons une conception religieuse, angélique, idyllique. Oui, c'est notre frère. Non. Voilà, premièrement. Deuxièmement, Willy a dit quelque chose de fondamental. Oui. Ce pays est depuis longtemps, même si nous sortons du cadre stricto sensu de cette guerre, ce pays est en manque d'un compromis historique. Le compromis historique, vous le savez, après la Deuxième Guerre, de grands pays européens ont senti la nécessité de se mettre ensemble pour reconstruire, c'est-à-dire tous les courants politiques se mettent ensemble, je pense à l'Italie, je pense à la France. C'est pour ça qu'ils ont créé l'Union européenne. Ou communistes, non, ça c'est au niveau des États. Je parle au niveau des pays. Tous ces pays-là, il y avait des gouvernements où on retrouvait à la fois des communistes, des socialistes, des libéraux, etc. Comme Mitterrand avait fait avec l'Union de la gauche. Oui, un peu plus tard, mais un peu avant, c'était des gouvernements qui avaient partout en Europe ce type de gouvernement. À la Première Guerre, il y avait ce qu'on appelle l'Union sacrée. C'est de là qu'est venu l'Union sacrée. Le mot Union sacrée. Donc, ici, c'est des concepts encore désincarnés. Mais il faut y mettre un contenu. Le contenu, c'est quoi? Le président a dit, taisons nos divergences. Qu'est-ce que le président, comme garant constitutionnel de cette nation, propose? Ici, vous avez dit dans l'éditorial, vivement la vraie union sacrée. La vraie union sacrée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, c'est-à-dire que dans vivement la vraie union sacrée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait l'analyse de notre situation, nous savons tous pourquoi on nous attaque. Qui nous attaque? Qui est derrière ceux qui nous attaquent de manière... qui est derrière la vitre? Nous connaissons tout ça. Nous avons l'avantage de connaître ça. Et on l'a dit ici. Maintenant, puisque nous le savons, maintenant, quelle est la réponse que nous donnons? La réponse ne peut pas être de Kassamba, de Willy, etc. La réponse, c'est nous. D'où cette union sacrée? Comme nous ne sommes pas dans une jungle, il y a quand même un président qui est là, il a l'obligation, le président a l'obligation de faire un pas. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de grandeur. De faire un pas vers tous les leaders représentatifs. Et nous les connaissons. On ne peut pas... C'est même scandaleux, je le dis, comme je le pense, c'est scandaleux qu'à ce stade, le président, pas comme j'ai entendu, il peut se voir. Non, ils n'ont pas à se voir à la partie pour voir, vous avez maintenant combien d'enfants, combien de petits-enfants. Non, ce n'est pas ça le sujet, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est scandaleux d'apprendre que dans ce pays, il y a 2 présidents de la République en vie. L'ancien et le nouveau. Oui. Bon, l'honoraire et le nouveau, ça, la notion devient très compliquée parce que ça fait quand même 4 ans qu'il est là. Donc il n'est plus nouveau. En tout cas, il y a 2 présidents. C'est lui qui a l'impérium maintenant et c'est lui qui était avant. Mais les 2
ont fait face à la même menace. Le premier a dirigé pendant 18 ans. Et il y a des chefs de corps aussi, hein, oui, des anciens. Oui, avant d'arriver à ça, est-ce que vous trouvez normal que par rapport à cette menace, que les deux présidents ne se parlent pas? À mon avis, c'est scandaleux, parce que le patriotisme, c'est ça. Deuxièmement, nous avons des leaders politiques connus. Pas des politiciens alimentaires, je ne parle pas des leaders politiques. Politiques connus, qui ont leurs opinions. On ne parle pas opinion ici. On parle pays, parce que Kagame et le président Kagame et ceux qui sont derrière lui nous ont au moins aidé à comprendre une chose, que quel que soit le président qui sera au pouvoir, fera la même chose. On lui fera exactement la même chose. Donc Kagame ne s'attaque pas aux individus. Ceux qui instrumentalisent Kagame et lui-même s'attaquent à un pays qu'on voulait modeler, pour réussir la rapide, qu'on voulait modeler à l'ombre des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Voilà. C'est ça le sujet, mes amis. Alors, bienvenue, dites-moi, il y a une question ici, moi qui me fait tiquer, parce que c'est Clément Kalala, qui est à New York, qui nous suit en ce moment, d'ailleurs avec des décalages horaires, c'est très bien. Il pose la question suivante. Quelle est la place de la jeunesse? Quelle est la place de la société civile dans cette mobilisation? Jérôme Sekana a dit tout à l'heure, je complète un peu cette question, qu'il ne faut pas faire des manifestations folkloriques, pièges, qui peuvent même nourrir ce que le Rwanda cherche. Le Rwanda cherche quoi? Qu'on brûle un rwandophone? Oui. C'est fini. Qu'est-ce que le Rwanda cherche? Qu'il y ait un obi qui tombe sur Giseni et il va se victimiser et il va même justifier les droits de poursuite ou de sauvegarde. Quelle est la place de notre jeunesse? On sent elle est bouillonnante, cette jeunesse aujourd'hui. De la société civile, les ONG. Donc moi je parlerai plus de la jeunesse. La jeunesse qui est la majorité de la population congolaise aujourd'hui. Oui. Sa place c'est d'aller au front se battre. Et le front, il n'y a pas que le front militaire. Il y a plusieurs fronts. L'armée numérique. Le front médiatique, le front... même de l'information, comme a dit tout à l'heure Willy Kalenga, de l'information. Il faut qu'on ait l'info. Qu'on puisse démasquer ceux qui jouent double jeu, par exemple. Écoutez, lorsqu'il y a 2000 comptes, faux comptes, au nom des Congolais, alors qu'on sait que c'est manipulé par les hommes de Kigali, mais pourquoi est-ce que les jeunes Congolais ne s'engageraient pas eux aussi à manipuler l'opinion de la même manière? De la même manière. De la même manière, oui. Pourquoi pas? Il faut que, même sur le plan militaire, il faut qu'on ait, pourquoi pas 1 million de soldats, comme c'est facile à faire. Oui, comme rêvait Mzee Laurent Désiré Kabila, il voulait 600 000. Mais aujourd'hui, le pays, on est à 100 millions. Mais si 1 million prend l'engagement de défendre les frontières nationales, c'est une bonne chose. Et on ne peut l'épuiser que dans la jeunesse. Et cette jeunesse démontre de plus en plus un degré de patriotisme incroyable. Incroyable. Il suffit de voir les manifestations au nord Kivu et au sud Kivu pour comprendre que la jeunesse attend les déclics, que le signal vienne de nous adultes, particulièrement les dirigeants. Et pourquoi il y a un silence un peu de cathédrale à l'ouest? Ah non, au contraire. Non, c'est la réponse. Non, au contraire, il n'y a pas de silence à l'ouest. À l'ouest, les gens se mobilisent de la même manière qu'à l'est. Ah non, il n'y a pas de silence. On a l'impression qu'il y a un silence. Les 4 provinces de l'ancien Équateur, il y a eu des marches des jeunes terriblement. Voilà. En Bandaka, à Boende, à Tchapa, il y a eu des marches effectivement. Oui, Jean Msrana. Bon, écoutez, il y a un adage qui dit c'est dans la négligence des petits devoirs que se fait l'apprentissage des grandes fautes. Ah, je suis dans les citations aujourd'hui. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que nous avons accumulé beaucoup d'erreurs qui se sont transformées en des grandes fautes à cause de notre négligence. Par exemple, des erreurs qu'on a commises? Nous devons parler patrie. Il faut pas le civisme. Les Congolais ne connaissent pas son pays. Nous avons des chaînes de radio et de télé. Vous pouvez suivre du matin au soir. Il n'y a aucune émission qui explique à la jeunesse c'est quoi la patrie, c'est quoi un citoyen. Les jeunes pensent que pour vivre mieux, il faut s'exiler, il faut aller ailleurs. Alors que nous sommes les citoyens du plus beau pays du monde, le pays le plus riche du monde. Alors moi, il faut changer de narratif. Il faut arriver à expliquer aux Congolais c'est quoi leur patrie.
c'est quoi leur pays. Pour aimer les pays, on doit les connaître. Et nous devons afficher une ambition. De demain, je voudrais entendre dans le discours du président de la République ces quelques chiffres que je donne. Nous devons avoir une armée d'1 million d'hommes. 1 million d'hommes. 1 million d'hommes. Ça va faire peur, hein? Ah oui. Nous devons, c'est ça l'objectif. Même si nous avons encore une centaine de milliers maintenant, c'est ça. Il faut que le peuple congolais décide pour mettre un terme à tous ces autres. 1 million d'hommes. Nous devons avoir... Les Chinois l'ont fait. Dans ces pays, bien sûr. Les Chinois l'ont fait. 1 million d'hommes, c'est ça notre objectif. Avec la politique d'envoyer tout le monde après 18 ans, c'est l'armée avant d'entrer à l'université. Les services de... Alors, deuxièmement, nous devons avoir 4 millions de réservistes. Qui n'attendent que... Bien sûr. C'est-à-dire des gens qui sont passés... Tout le monde doit apprendre à défendre la nation au prix du sacrifice suprême. Nous devons avoir 500 000 agents de renseignement. Agents de renseignement. Formés, des pères et des mères. Parce que nous sommes infiltrés même dans les services de renseignement. De sorte que chacun doit comprendre que lorsque vous voyez un danger, ce danger-là, ce n'est pas le danger seulement pour le pouvoir. C'est pour votre pays. Le pays peut partir à cause d'une erreur d'une seule personne. Une négligence. Vous avez vu les dangers, vous n'avez pas informé et le pays part. Donc il faut arriver à faire toutes ces choses. Et enfin, en ce qui concerne la police, 500 000 policiers. Nos effectifs sont... Moi, ce sont des chiffres que je donne comme ça, que le chef de l'État, dans son discours, devra dire, écoutez, trop c'est trop. Même si on n'a pas les moyens d'avoir 1 million d'hommes de troupes aujourd'hui, mais voilà notre objectif. Alors, terminer cette émission, Louis Kalenga, je vais poser la dernière question. L'agenda qui nous est proposé aujourd'hui, les Kenyans disent qu'ils sont prêts avec leurs troupes là, qui vont en venir. Est-ce qu'il faut qu'on reste dans ces organisations sous-régionales? 2, est-ce que l'Ouganda, on doit faire la même chose qu'on a fait des Kagame, c'est-à-dire renvoyer son ambassadeur, fermer ses ambassades? Et puis 3, est-ce qu'il faut faire un appel à la SADC? Moi, je pense qu'il faut achever les deux processus. Il y a un processus de mobilisation de la population. Il faut se préparer à monter en puissance et il faudra comprendre, ça prendra du temps. Le pays est resté léthargique par rapport aux questions de sa défense et de sa sécurité. Donc ça prendra du temps, mais il faudra commencer. Il faut le faire. Il faut commencer et les chiffres que Jérôme donne, ce sont des bons chiffres. Mais de l'autre côté, nous avons une responsabilité immédiate. Et je vous dis que la détermination du gouvernement congolais, les propos clairs et sans embâche du chef de l'État, que ce soit à Londres, que ce soit aux Nations Unies, que ce soit partout, ont porté quelques fruits. Parce que le chef disait effectivement que la communauté internationale a abandonné le Congo. Nous sommes seuls. Les propos de Guterres étaient déjà une preuve supplémentaire. Vous savez que depuis 2 jours, 3 ambassadeurs, notamment celui du Canada, des États-Unis, je crois, et du Sénégal, les 3 continents, Europe, Amérique et Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont proposé, ces ambassadeurs? Ils sont allés d'abord à Ituri. Ils sont partis à Ituri, les ambassadeurs sont partis à Ituri pour aller visiter un peu l'état de siège là-bas, mais surtout, à partir de l'Ituri, lancer un appel en disant que les Congolais ne nous condamnent pas, nous ne les avons pas abandonnés. Il faut qu'on développe ce discours-là. Voilà, c'est un discours qui a porté des fruits. Il faut qu'on développe ce discours-là. Parce que j'ai senti nous sommes seuls à nous défendre. Nous sommes seuls à nous défendre. Vis-à-vis de la communauté internationale. L'ambassadeur du Canada a pris parole, il a dit effectivement, à côté du général Luboya, il a dit non, il y a des fausses déclarations qui circulent dans l'opinion où on dit que le Congo est abandonné. Nous ne l'avons pas abandonné, nous sommes présents. Donc nous avons quand même réussi à changer, à secouer quelque chose. La chose, c'est que la présence des Kenyans doit être encouragée parce que c'est un processus d'engagement. On doit être malin quand même avec les Kenyans. Ben, évidemment. Avec un œil ouvert. Rappelez-vous, on a vu ce qui se passe avec les Ougandais. Rappelez-vous, un des opposants, contribuant à cette réflexion générale, je ne veux pas le citer, Frank Djongo, disait, quand bien même les Kenyans vont arriver ici, le commandement doit rester entre les mains des Congolais. Des Congolais. Donc, ils vont venir ici, mais tous sont des pays
amis, mais des pays qui ont un agenda différent de nos intérêts à nous. Le Congo, jusqu'à ce qu'il reprenne en main son destin militaire, se doit de collaborer. Mais d'aller aussi négocier, parce qu'en réalité, la guerre, c'est la paix. Je vous ai dit que le président parlait 5 fois de la paix. Le besoin de cesser les affrontements est urgent, est important. S'il faut que les M23 se retirent, parce qu'on aura discuté avec lui au niveau de Nairobi, qu'on le fasse. Qu'on le fasse. Il ne faut pas hésiter à le faire. Merci parce que ce sont les Congolais. Merci beaucoup. Pour clôturer, juste un mot. Alors, une phrase. Une phrase. On doit céder l'antenne. La force des Kagame, c'est le lobbying secret. La force des Kagame, c'est la communication. Il met les paquets pour la communication. Il faut qu'on fasse la même chose. La force des Kagame, ce sont des laboratoires stratégiques à travers le monde qu'ils financent. Nous devons faire autant. Merci. Peut-être aussi... une phrase, une dernière. Non, on a dit... c'est de bonnes propositions, 5000 hommes, ceci, etc. Oui. Mais nous devons savoir que nous avons déjà une armée qui est là. Oui. Peut-être que la première des choses, c'est de la consolider, c'est-à-dire de s'occuper correctement de l'armée qui est là. C'est-à-dire que nous avons aussi, ça c'est en interne, nous avons ces difficultés de gouvernance qui donnent quelques armes aux autres, parce que restons dans les langages de lexique militaire. Oui. Nous avons une armée qui a prouvé, mais cette armée, elle a des difficultés réelles. Nous devons d'abord commencer, avant d'élargir le cercle, de soigner d'abord. C'est un peu comme des enfants à la maison. Vous avez 3 enfants, vous ne les nourrissez pas assez, j'y arrive, mais vous dites non, il m'en faut 10. Non. Commencez d'abord par nourrir les 3 et puis de manière concentrique, ça va ajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez compris qu'ici, en Patriote, nous avons abordé ces questions avec moins d'émotion, moins de fioriture, comme on peut bien le dire, parce que le Congo, c'est notre dénominateur commun. Les stratèges qui sont autour de nos dirigeants, notamment du président de la République, vous devez comprendre que ce pays fonctionne sur base de planification, sur base de moyens, sur base de casting. On n'a pas suffisamment parlé du casting. Il faut qu'on arrête avec des postes de complaisance, avec des postes d'amitié, avec des postes pour faire plaisir. Il faut penser le Congo. Il y a des analystes, il y a des laboratoires, Jérôme l'a dit tout à l'heure, le renseignement. Il faut donner les moyens à nos services de renseignement, notre DEMIAP, l'ANER, etc. Il faut qu'ils aient des moyens technologiques. Il faut qu'il y ait du cash pour infiltrer. Nos armées de terre, mer, même de l'air, il faut leur donner des équipements. Les drones, je ne vous ai pas parlé des images des drones qu'on voit les troupes rwandaises en train de traverser la nuit, venir chez nous, ils commettent les bêtises et puis rentrent chez eux. La MONUSCO a ces images. La MONUSCO a ces images. Les ambassadeurs ont ces images. Il faut comprendre qu'à un moment donné, on sera obligé de sortir ces images pour confondre tout le monde. Allez, on revient la semaine prochaine, toujours pour parler du Congo. À très bientôt.